Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Paul Valéry l'a nommé l'île singulière. Enclavée entre la Méditerranée et l'étang de Thon, construite autour du Mont Saint-Clair, port de pêche, de commerce, de plaisance, aux traditions encore bien ancrées, ce lieu est bercé par la présence des artistes qui sont tombés sous son charme pour le plus grand bonheur de ses 285 000 touristes annuels. Vous l'aviez peut-être deviné, nous sommes à 7 aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable présenté par Floqueo. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Dumontel. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, Daniel, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis donc Daniel Dumontel, je suis guide conférencière et je travaille à l'Office de tourisme depuis maintenant un peu plus de 32 ans. Et est-ce que vous pouvez présenter la ville de Sète pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Oui, donc Sète est une ville touristique, c'est un port de pêche, un port de commerce, mais également, on peut dire une ville balnéaire, puisque nous avons 12 km de plage, donc côté Corniche, entre Sète et Marseillan. Et donc si nous sommes à Sète aujourd'hui pour cet épisode, c'est pour parler de tourisme durable, artistique et culturel. Donc si on a choisi Sète, c'est pas un hasard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de ce positionnement de la ville si particulier sur ce tourisme et pourquoi au fil du temps la ville elle s'est différenciée des autres villes par l'art et la culture justement? Alors Sète est un port, donc c'est un port ouvert sur la Méditerranée et depuis toujours, on peut dire depuis les origines, il y a eu donc des gens qui sont arrivés d'autres pays, d'autres continents et donc il y a eu un brassage culturel. Et c'est une ville qui a toujours été tournée, c'est vrai, vers la culture. Donc même si c'est un port avec un côté populaire, eh bien les gens ont rapidement, on peut dire dès le 19e siècle, les gens ont vraiment eu à cœur d'avoir, avec l'arrivée du train, évidemment, qui a été très utile pour le développement, bien d'avoir par exemple un théâtre. On avait déjà des petits théâtres donc à la fin du 18e, mais là vraiment on a voulu un beau théâtre, un théâtre à l'italienne, donc on a construit d'ailleurs dans le quartier de la Gare. Alors on peut dire que vraiment il y avait à cœur de permettre à tout le monde d'aller écouter l'opéra, parce que c'était l'opéra que les gens aimaient particulièrement, donc ils allaient à l'opéra à Montpellier ou à Béziers, et avec un beau théâtre à l'italienne, qui est le théâtre Molière, bien là, ils ont eu leur théâtre chez eux. Et il y avait le poulailler, donc où il y a des places où on ne voit pas vraiment la scène, mais on entend. Donc c'était des places qui étaient vraiment, qui coûtaient quelques sous, mais c'était ouvert à tout le monde. Les Sétois se sont payés leur théâtre, ils ont financé, c'était carrément des francs or, et les mécènes ont amené de l'argent, donc tout le monde a participé avec la ville pour avoir ce théâtre qui est vraiment un petit bijou. Ok, donc dès le début du tourisme, quand c'était du tourisme de bain et de thermalisme, il y avait déjà la culture à Sète. Ben oui, il y avait de la culture. Donc en même temps que nous avons eu le théâtre, en face, bien, nous avons eu notre premier musée, où se trouve actuellement l'ancien collège Victor Hugo. On avait le premier musée, donc le musée aujourd'hui remplacé par le musée Paul Valéry. Mais évidemment, on ne peut pas parler de Sète sans parler de son emplacement au bord de la mer, au bord de l'étang. C'est une île, hein. Ça a été une île, en tout cas c'est une presqu'île. Et il y a une lumière particulière, il y a des couleurs, et ça a attiré les peintres, donc soit les peintres locaux qui ont trouvé là un sujet, justement un intérêt particulier pour peindre. C'est propice à la méditation cet emplacement, donc ça donne de l'inspiration. Et il y a des peintres qui sont venus s'installer à Sète, comme François Desnoyers après-guerre. Mais c'est justement ce que je voulais vous demander. Sète, c'est une ville qui est connue pour avoir abrité plein d'artistes. Je pense à Brassens, Paul Valéry, vous allez mieux nous en parler. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet attrait pour Sète ? Alors déjà, pour parler de Paul Valéry, il a aussi des parents d'origine italienne, comme beaucoup de Sétois. Donc des gens qui sont arrivés ici, qui s'y sont installés puis qui sont restés. Brassens, son papa vient de Castelnaudary, la famille de son papa, sa maman vient d'Italie également, donc ce sont des gens qui sont arrivés comme beaucoup d'autres pour travailler à Sète et qui s'y sont plus, et je dirais que le lieu, oui c'est un lieu qui est propice à la créativité. Il suffit de monter un petit peu sur le Mont Saint-Clair, que l'on regarde côté étang, côté mer, on regarde les bateaux entrer, voguer, repartir, le port, les bateaux qui sont déchargés. À leur époque, pendant leur enfance, on voyait vraiment des bateaux venir au cœur de la ville, décharger des oranges ou des produits exotiques. Et tout ça, évidemment, c'est propice à la rêverie. Et j'avais une autre question aussi en parlant de ça, c'est que
La plupart des artistes qui sont originaires de Sète ou qui ont vécu sont plutôt atypiques, ils ont bousculé chacun dans leur domaine les conventions. Par exemple Jean Vilar avec le théâtre populaire, Georges Brassens la chanson anarchiste, etc. Ils ont tous instauré un art plus accessible. Pareil, comment on peut l'expliquer ça? Alors, moi j'aime beaucoup justement parler de ces sujets-là. Je dis pour un petit port de Sète, une petite ville, nous avons donné quand même à la France des lettres de noblesse dans les arts. Oui, Paul Valéry, il est considéré comme étant le poète français du XXe siècle. On a créé la chaire de poétique au Collège de France pour Paul Valéry. Georges Brassens, encore à l'heure actuelle, il est une référence pour tous les chanteurs français et même les jeunes rappeurs pour sa manière d'écrire, anticonformiste, pour la rime, pour la musique. Et puis Jean Vilar, eh bien, il va sortir le théâtre, activité, on va dire art, du lieu théâtre. Il remet le théâtre dans la rue comme Molière avant lui. Molière, vous savez, en fait, c'est 400 ans cette année et pas très loin d'ici. À Pézenas, c'est là que vraiment il va passer 13 années de sa vie, il va être inspiré par les habitants et par la ville avant de repartir à Versailles et à Paris. Mais en tout cas, Sète, évidemment, comme beaucoup de ses enfants, c'est une île singulière. C'est Paul Valéry qui va dire Sète, île singulière. Il y a ce côté populaire et en même temps ce goût pour quelque chose une manière d'être différente. Je dis parfois, c'est le petit village des Gaulois. Donc les gens ont du caractère. Et ils sont un peu insoumis, ils sont différents. Et cette différence, eh bien, quand on la laisse vivre, eh bien, elle peut être du talent, peut devenir du talent. Et bien, je suis vraiment ravie parce que j'observe et j'étudie même avec les artistes plus contemporains comme Hervé Di Rosa ou Robert Combas. Là aussi, c'est encore un courant de peinture, la figuration libre, c'est Ben qui va définir comme ça, mais c'est aussi une peinture qui est colorée, qui est imagée, qui est parlante. Donc oui, je pense qu'on ne l'est pas ici sans être un peu changé, peut-être se sentir différent, et ça fait finalement quelque chose en plus. Et si on veut découvrir Sète via ses personnalités, où est-ce qu'on peut aller? Alors, pour Paul Valéry, c'est le musée Paul Valéry. Donc c'est un musée de peinture, mais il y a une salle qui lui est consacrée, où on peut voir certains de ses écrits, certains de ses dessins, il y a une petite vidéo. Pour Georges Brassens, bien c'est l'espace Brassens, donc là on passe 1 heure en sa compagnie, on met des écouteurs sur les oreilles, on se promène dans l'espace, et c'est Brassens qui se raconte. Il y a une petite projection d'une demi-heure environ, Brassens à Bobino ou à l'Olympia. Pour Jean Vilar, c'est plus difficile parce que c'est un homme de théâtre. Alors on a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Mère Jean Vilar, mais voilà, on n'a pas de lieu vraiment dédié à Jean Vilar. Mais pour Brassens et Paul Valéry, vraiment, je vous invite à aller visiter ces 2 musées et vous apprendrez à connaître un peu plus les personnages. Et ensuite, eh bien, il faut aller écouter Georges Brassens ou lire Paul Valéry. On a parlé musique et peinture, mais pas encore de cinéma. Parce qu'à Sète, c'est un lieu de tournage. Bon, il y a eu Agnès Varda déjà, et puis plus récemment des films et des séries. Demain nous appartient notamment. Quel lieu donc un cinéphile peut venir découvrir à Sète? Et est-ce qu'on peut expliquer aussi cet attrait des réalisateurs pour Sète? Je pense qu'on l'explique facilement à Sète, il suffit d'ouvrir les yeux. On se promène le long des quais, il y a une lumière exceptionnelle de très belles couleurs, il y a des bateaux un peu partout, mais qu'on aille sur l'étang ou côté mer, ce sont on va dire des étendues d'eau qui sont différentes. Donc c'est un lieu qui est très photogénique. C'est une ville d'atmosphère. Donc si on monte un petit peu sur la colline, on a encore des points de vue différents. Donc je pense qu'il suffit de se promener pour être frappé par des images, par des vues qui sont inspirantes. Donc les réalisateurs, c'est vrai comme Abdelatif Kechiche, qui a tourné à Sète La Graine et le Mulet, bien est revenu ensuite pour tourner Make to My Love. Mais Agnès Varda, elle a passé une partie de son enfance ici. Elle était réfugiée pendant la guerre avec sa famille. Et elle a beaucoup grandi, enfin elle a grandi une partie de son enfance ici, elle a grandi, mais elle a rencontré les pêcheurs de la Pointe Courte. Et quand elle va tourner son premier film, eh bien elle revient là tout simplement, c'est La Nouvelle Vague, une caméra sur l'épaule, il va filmer des gens, c'est entre le documentaire et le film. Mais moi j'aime beaucoup Les plages d'Agnès, où elle va revenir vers la fin de sa vie, et elle va revenir sur les plages qui l'ont marquée, que ce soit la Bretagne, Los Angeles ou Sète. Et je pense qu'elle n'est pas sétoise, mais on peut dire qu'elle a tout à fait compris l'âme sétoise.
Donc je pense que les réalisateurs des séries comme Demain nous appartient ou Candice Renoir, ils ont été aussi frappés par cette lumière, par ces couleurs, par cette eau qui va de l'étang vers la mer ou de l'étang, de la mer vers l'étang, suivant le sens du vent. Et je crois que ça, c'est très photogénique en fait, Sète. Et du coup, si on est un touriste et qu'on veut visiter Sète, qu'on veut se rendre sur les lieux de tournage, où est-ce qu'on peut aller? Alors, on a mis en place sur notre site internet un petit onglet où on peut voir les lieux que l'on retrouve parfois dans les séries. Donc là, c'est une petite carte interactive. Et ensuite, il y a une visite qui a été mise en place par Marianne, une de nos anciennes collègues, sur les traces de la série Demain nous appartient. Donc là, on se promène à travers la ville, on va dans le quartier des studios de DNA, et elle est rythmée par des anecdotes, par des petites histoires sur la série ou sur les comédiens. Et c'est une visite qui a beaucoup de succès. Ouais, ça m'étonne pas. Quand j'étais venue à Sète en décembre, j'avais vu pas mal de gens dans la rue avec des t-shirts Demain nous appartient. C'était assez impressionnant. Oui, parce qu'il y a une boutique en fait. On a créé des produits parce qu'il y a beaucoup de fans. Et il faut quand même savoir que nous avons été, je pense, ici à l'Office du tourisme, les premiers à réaliser l'attrait des touristes pour Sète grâce à cette série. Avant tout, quand ils viennent à Sète, ils nous disent « Ah, mais c'est joli chez vous, c'est exactement comme on le voit à la télé. » Donc avant de demander à voir les comédiens, est-ce qu'on pourrait voir des comédiens ou des tournages, ils viennent voir si la ville finalement est vraiment comme dans la télé, si les couleurs sont vraiment les couleurs qu'ils voient de chez eux. Donc je pense qu'ils découvrent la ville et puis après évidemment la série avec les comédiens qui les intéressent, mais ça leur plaît beaucoup. Donc on a créé une gamme de produits parce qu'il y avait de la demande. Et donc il y a des t-shirts, des mugs, ce genre d'articles. Et les gens sont vraiment contents de ramener un petit souvenir de la série, mais ils se font photographier devant le Spoon, qui est le fameux faux café qui est devenu une vraie boutique. Et vraiment, ils sont contents d'être à Sète pour ça. Alors maintenant, j'aimerais bien que l'on parle d'un autre pan du tourisme culturel et artistique que l'on va retrouver à Sète. C'est lié à la désindustrialisation, du coup, à partir des années 80. Il y a eu donc des lieux qui ont été abandonnés et comme dans beaucoup d'autres villes, ça a été réhabilité par la culture, l'art. Comment est-ce que vous l'expliquez et quel lieu aujourd'hui on peut venir visiter à Sète? Alors, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de Sète. Au 19e siècle, Sète est un port très important pour les négoces du vin, pour la tonnellerie. C'est ce qui va faire la richesse du port. Et donc, on a des anciens chais viticoles, comme par exemple le lieu où se trouve le MIAM, Musée international des arts modestes, donc c'est un ancien chai viticole. On a aussi un entrepôt frigorifique qui servait donc pour le trafic portuaire et le poisson. C'est aujourd'hui le Centre régional d'art contemporain, le CRAC, donc qui est installé. Et puis le dernier, c'est un ancien chai viticole aussi, qui se trouve sur le quai des Moulins. Et il a été transformé et c'est devenu le conservatoire de musique de l'agglomération, cet agglo. Et surtout, c'est vraiment d'abord un très bel endroit parce qu'on a fait appel à Rudy Ricciotti, qui est un architecte quand même assez remarquable, qui a fait le Muséum à Marseille et qui a traité finalement le bâtiment avec un œil quelqu'un du Sud, donc respectueux du passé de ce bâtiment et qui a utilisé donc des matériaux finalement qui vont permettre un développement durable et on a réhabilité le lieu, donc c'est vraiment un bel endroit. Donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'espace, mais c'était intéressant d'installer des musées, finalement des lieux d'art, dans des lieux qui avaient été des lieux finalement où des ouvriers ont travaillé, des lieux du trafic portuaire. Et donc ce sont des bâtiments qui aujourd'hui sont pérennisés. Donc il y a toujours ce même esprit à Sète populaire, ouvrier, qui reste là un peu partout finalement. Oui. Les artistes, les musées. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qui fait peut-être la différence entre Sète et d'autres stations balnéaires. C'est que tu me dis qu'il y a une âme, mais c'est une ville et c'est un port qui a été vraiment un port important. Aujourd'hui encore, le port de commerce, c'est important. Le port de pêche, même s'il a diminué en trafic, est toujours là. Et donc, toute cette activité liée à la mer, eh bien, c'est vrai que ce sont des quais où finalement il y a l'humain qui travaille, il y a vraiment, oui, c'est ce côté, je crois, qui est aussi populaire, le quartier haut, qu'on appelle également le Petit Naples. Eh bien, c'est un quartier que les gens affectionnent et c'est un quartier, on dirait qu'il y a de la gouaille, hein, c'est un quartier où les gens se parlaient d'une fenêtre à l'autre et c'est au-dessus du port. Et dans ce port-là,
ouvrier, il y avait aussi un goût pour la culture. Et ça, eh bien, il se perpétue au fil des siècles. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent à Sète, pas pour aller voir les plages l'été, mais pour venir voir une exposition dans l'un de nos musées. C'est ça qui fait que Sète est une ville qui est vraiment différente des autres villes du littoral. Oui, c'est une ville qui vit à l'année. Il y a pratiquement 44 000 habitants et il y a 5 musées. Il y a le musée aussi qu'on appelle le Mako, musée à ciel ouvert, puisqu'on a un circuit de street art depuis une douzaine d'années. Donc des fresques qui viennent sur les murs de maisons privées dans le quartier haut justement, ou à la Pointe-Courte, Petit Port-sur-l'Étang, ou sur des bâtiments publics comme des écoles ou des centres aérés. Donc on a l'art dans la rue et les gens ils sont sensibles locaux comme touristes. Et dernière thématique que j'aimerais aborder, c'est lié aux traditions sétoises, comme vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et comment, encore une fois, en tant que touriste, qu'est-ce qu'on peut découvrir en venant ici à Sète qu'on ne verrait nulle part ailleurs? À Sète, rien n'est jamais comme ailleurs. Par exemple, les fêtes de la Saint-Louis au mois d'août, c'est vraiment la fête de la Saint-Louis, c'est la fête de la ville. Et là, les joutes sont à l'honneur, mais aussi on retrouve vraiment ce que les Sétois aiment, le goût de la fête, le goût du jeu. Dans les joutes, là, on célèbre Sète, le champion poids lourd des fêtes de la Saint-Louis, du Grand Prix de la Saint-Louis, voit son nom inscrit sur le pavois au musée Paul Valéry. Donc c'est vraiment un honneur. Et ça fait plus d'un siècle que c'est comme ça. Donc il y a des tournois de joutes tout au long de l'été, à Sète et dans les villes proches, comme Palavas ou Ballaruc ou Metz ou Marseillan. Mais à Sète, là, et pour les fêtes de la Saint-Louis, c'est totalement différent. Puis il y a un très beau feu d'artifice qui clôture les fêtes et la saison également. Nous avons aussi le grand pardon de la Saint-Pierre, qui est la fête des pêcheurs. Ça sont les Italiens qui ont amené dans leur bagage cette fête avec une procession en mer. On va déposer des jambes en mer pour les marins disparus, mais c'est précédé d'une grande messe, le vendredi d'une retraite au flambeau. Donc là, c'est très méditerranéen. C'est aussi le côté italien de Sète qui vibre. Donc ces fêtes-là, elles sont vraiment traditionnelles. Elles attirent non seulement les Sétois, mais de plus en plus de gens qui viennent découvrir Sète. Au niveau de la gastronomie, évidemment, on mange des spécialités méditerranéennes. Alors des huîtres, on en mange tout autour du bassin de Thau. La tielle, maintenant, elle s'exporte un petit peu, cette tourte à base de poulpe là, que les Sétois adorent et les touristes également. Et puis on a après les spécialités sétoises qu'on voit moins dans les restaurants, comme la bourrique de Baudroie. Ce qu'on voit un peu plus, c'est la rouille de sèche ou les encornets farcis. Donc les spécialités, elles sont très colorées aussi, elles ont du goût. Il y a de l'aioli, c'est un peu relevé. Donc c'est un peu à l'image de Sète, c'est une ville qui n'est pas fade. Maintenant, on va passer à la partie de l'épisode qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur la thématique avec des petites questions auxquelles il faut tenter de répondre le plus rapidement possible. Alors, votre chanson de Brassens préférée? Alors en tant que Sétoise, je suis obligée de dire c'est la supplique pour être enterrée sur la plage de Sète. Même si j'aime beaucoup de chansons de Brassens, mais celle-là, surtout quand on est en dehors de Sète, quand on est ailleurs et qu'on entend cette chanson-là, on n'a qu'une envie, c'est de retourner à la maison. Votre musée sétois préféré? J'ai un petit faible pour le musée Paul Valéry, pour ce qu'on y voit, mais aussi pour le lieu. C'est un endroit qui est très calme, il est au-dessus du cimetière marin, donc c'est un lieu qui est reposant. Votre film, série, tourné à Sète préféré? Alors là, mon petit coup de cœur aussi, c'est pour un film des années 70, c'est César et Rosalie. Alors, il est tourné à Paris, en Bretagne et à Sète, mais les vues de Sète, je les aime beaucoup. Peut-être aussi parce qu'il y a Romy Schneider et on voit les joutes, on voit la plage du Lazaret. C'est la plage de mon enfance, donc j'aime beaucoup ce film-là. Et puis quand même les plages d'Agnès Varda. Un lieu où manger la meilleure nourriture sétoise? Dans les Halles. Parce que dans les Halles, il y a beaucoup de restaurants qui sont très, très agréables à Sète, où on mange bien. Mais dans les Halles, déjà, on se nourrit en regardant. Vous faites le tour des Halles, vous regardez les étals, il y a des poissons frais, il y a des fruits, des légumes, du fromage. On n'est pas loin de la montagne, on n'est pas loin de l'Aveyron, de la Lozère, donc on a de bons fromages, on a aussi la bonne charcuterie. Donc déjà, on se régale avec les yeux.
avec le nez, hein, on respire voilà, tous ces parfums, et puis on peut s'installer à une table au milieu des halles, et puis commander des coquillages, ou un plateau de fromage, ou de charcuterie, manger des fraises quand c'est la saison, des cerises, et donc ça c'est un lieu qui est vraiment très agréable. Combien de temps il nous faut pour bien visiter Sète? Je dirais que pour bien visiter Sète, il faut prendre son temps, il faut faire une première visite, puis revenir. Voilà, il faut le faire en plusieurs fois. Passer un petit week-end, il ne faut pas essayer de tout faire en 2 jours, mais se dire tiens, je vais aller voir un musée, ensuite je vais monter au Belvédère, voir le point de vue panoramique. On peut y aller en voiture, mais on peut y aller à pied. Ou on peut louer un vélo électrique et monter, faire avec un vélo, ou pourquoi pas un moto. Et puis après faire un petit restaurant, faire une dégustation de coquillages. Voilà, aller assister à un festival au Théâtre de la Mer, que ce soit un festival de jazz ou de chansons françaises. Et puis après, il faut revenir. Voilà, faire un deuxième musée, faire une promenade en bateau, pourquoi pas un tour en paddle ou en kayak de mer, pour aller faire, pourquoi pas le coucher de soleil sur l'étang de Thau. Donc il faut prévoir plusieurs visites, mais je dirais que sur un week-end, déjà, on peut arriver à découvrir la ville. Et comment est-ce qu'on peut venir à Sète? Alors à Sète, on peut venir, mon Dieu, comme on veut, c'est-à-dire qu'on est vraiment au centre du golfe du Lion, donc on peut arriver en bateau, on a un port de plaisance, on peut arriver par le train, il y a la gare, on peut arriver à vélo par la piste cyclable le long du canal du Midi, ou via même une partie du canal du Rhône, la Via Rona également, donc le train, le vélo, le bateau, et puis si on vient en avion, eh bien on a un aéroport pas très loin d'ici, près de Montpellier, donc, ou même Béziers-Vias, on a un deuxième aéroport, et puis après on laisse sa voiture dans un parking à l'entrée de ville, et après on prend la navette bateau, le bus, et puis louer un vélo, ça c'est très agréable aussi. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message à faire passer, un mot de la fin, une anecdote à raconter, peu importe? Oui, moi je vais dire quelque chose. C'est un vers de Paul Valéry. Paul Valéry a écrit « Je suis né dans un de ces lieux où j'aurais aimé de naître ». Et je partage parfaitement avec lui cette pensée-là. Parfait, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette ville vraiment passionnante. Merci à vous. Une ville industrielle qui a su du coup, se réinventer pour maintenant s'ancrer dans le tourisme culturel et artistique. Donc voilà, on espère que cet épisode vous aura appris pas mal de choses sur Sète et vous aura donné envie de visiter cette ville. Donc, au revoir Daniel, merci. Au revoir Elise, merci à vous. Et je vous souhaite un très bon dimanche, à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.